bonsoir à tous ces points de vue. On est ravis de vous retrouver en direct, comme chaque jour de la semaine, avec nos 4 invités pour traiter les sujets d'actualité dont nous allons vous parler à l'instant. On va bien sûr revenir sur cette terrible attaque terroriste en Nouvelle-Zélande qui a fait 49 morts, une attaque contre des mosquées. Et nous nous poserons cette question, est-ce que ce genre d'attentat pourrait arriver en France? Le craignez-vous? Nous parlerons aussi des élections européennes. Il y a une nouvelle tête de liste, c'est l'essayiste Raphaël Glucksmann. Et puis, il y a aussi une candidate qui s'est déclarée, même si elle n'a pas encore été désignée, c'est la ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau. Est-ce que vous appréciez ces nouvelles têtes de liste? On vous posera la question. On reviendra aussi sur ce sondage publié ce matin dans le Figaro, un sondage Odoxa Dentsu Consulting, où on a demandé aux Français quelles étaient, selon eux, les mesures prioritaires à l'issue du grand débat. Eh bien, c'est pas compliqué, c'est 1, le pouvoir d'achat, 2, le pouvoir d'achat, 3, le pouvoir d'achat. D'où notre question, les Français ne pensent-ils qu'à leur portefeuille? Et puis, nous reviendrons sur ces images qui sont à la une de 2 magazines People de cette semaine. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, était en boîte de nuit samedi dernier, juste après une nouvelle journée de manifestation des Gilets jaunes. Est-ce que ça vous choque ou est-ce que tout le monde a le droit de s'amuser? Nous nous poserons la question avec nos 4 invités. Bonsoir Valérie Toragnan. Bonsoir. Vous êtes la directrice de la Revue des Deux Mondes. Votre magazine qui se pose cette question en couverture, sommes-nous décadents? Avec Michel Houellebecq en photo. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs livres. Le dernier est un roman, ça s'appelle Une fille bien et ça a été publié chez Flammarion. Bonsoir Jackie Isabello, vous êtes un expert en communication, cofondateur de l'agence Coriolink. Et votre dernier livre que vous avez coécrit avec Thibault Langsade, qui est un des dirigeants du MEDEF, sauf erreur de ma part. Un ancien dirigeant du MEDEF, En finir avec la dictature du salariat. Ça a été publié aux éditions Éditea. Bonsoir Guillaume Bernard. Bonsoir Guillaume. Vous êtes maître de conférence à l'Institut catholique d'études supérieures, un établissement d'études supérieures qui est installé en Vendée, à La Roche-sur-Yon. Exactement. Et vous êtes aussi l'auteur de La guerre à droite aura bien lieu, le mouvement d'Extrogir, aux éditions des Clés de Brouwer. Et puis, nos amis de Marianne sont magnifiquement représentés ce soir par Étienne Girard. Bonsoir Étienne. Vous êtes journaliste politique à Marianne et vous vous posez vous aussi une question en couverture, mais pas la même que la Revue des Deux Mondes. Mais que font-ils du pognon? 1000 milliards d'euros d'impôts. Voilà, il n'y a pas qu'au Figaro qu'on trouve qu'on paye peut-être un peu trop d'impôts dans ce pays. On commence donc avec cette affaire tragique, cet attentat terroriste qui s'est passé il y a quelques heures maintenant. C'est en Nouvelle-Zélande, dans la ville de Christchurch, et un suprémaciste blanc a attaqué 2 mosquées. Il y a au moins 49 morts. Cet homme a expliqué dans un long texte avant l'attentat qu'il était allé en France et qu'il y avait vu ce qu'il appelle le grand remplacement. Vous savez, c'est cette théorie selon laquelle l'immigration musulmane est en train de changer le visage du pays et que c'est pour ça qu'il avait voulu réagir. D'où la question que nous nous posons. Craignez-vous que ce type d'attentat contre des mosquées, contre donc des représentations de l'islam puisse arriver en France? Avant de lancer le débat, je vous livre ce tweet d'Emmanuel Macron. En réaction à l'attentat, le président de la République, évidemment, envoie toutes ses pensées aux victimes et il précise que la France se dresse contre toute forme d'extrémisme. Et puis il y a un autre tweet beaucoup plus politique, beaucoup plus explicite. Celui-là, c'est celui de Yann Brossa, qui est la tête de liste du Parti communiste pour les européennes. Et Yann Brossa dit ceci: l'extrême droite tue, ses idées nauséabondes sèment la mort, ne jamais l'oublier et les combattre pied à pied. Étienne Girard, c'est vrai que nous n'avons pas connu en France ce type d'attentat, alors même que le terrorisme islamiste a été très violent et a commis des centaines de victimes. Et donc, on aurait pu imaginer qu'il y aurait eu ce type de réaction. Est-ce qu'à votre avis, il y a un risque d'attentat contre les musulmans, d'attentat contre les mosquées en France? Oui, bien sûr. S'il n'y a pas eu d'attentat contre les musulmans depuis 2015, il y a eu des tentatives et il y a eu des cellules d'ultra-droite qui ont envisagé, fomenté des attentats contre des mosquées, contre des individus radicalisés. Il y a eu une vague d'arrestations en septembre 2017, une autre vague d'arrestations en avril 2018. Donc si on n'en a pas vu, c'est peut-être aussi parce que nos services de renseignement ont une certaine efficacité.
mais peut-être aussi parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnes déterminées dans les milieux d'ultra-droite, avec suffisamment de moyens pour organiser ce genre d'exaction. Donc oui, il y a un risque, mais on peut constater que ça n'a pas eu lieu et rien ne dit que heureusement que ça aura lieu demain. Vous parliez de ces mouvements d'extrême droite violents qui ont été démantelés. Effectivement, il y a un spécialiste de ce sujet au gouvernement, c'est Laurent Nunez, qui est secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur et qui est l'ancien patron de la DGSI, c'est-à-dire les services secrets intérieurs. Il était d'ailleurs à la tête de la DGSI au moment où un réseau avait été démantelé, les réseaux OAS et AFO, et il revenait sur ce sujet, c'était en fin d'année dernière. Ces groupuscules s'entraînent, s'organisent, se préparent à ce qu'ils appellent le grand soir. Et au travers d'entraînements qui tournent autour du survivalisme, ça leur donne l'occasion d'entraînements, mais qui parfois sont effectués avec des armes. Et puis pour certains groupes, il faut le dire, ce sont même des explosifs qui ont été testés. Guillaume Bernard, il y a un risque de ce type selon vous en France ? Moi je crois qu'il y a un risque qui est encore plus grand. C'est le fait que jusqu'à présent les Français et les Européens ont été quand même extrêmement patients face aux agressions que l'islamisme ne cesse de répéter vis-à-vis de l'Occident, et que le risque, ce n'est pas tellement qu'il y ait quelques individus qui tentent un attentat, c'est qu'il y ait effectivement une partie importante de la population qui décide de mettre fin, je dirais, à la situation et, je dirais, à l'impunité, en particulier, je dirais, des prêcheurs islamistes partout sur le territoire. Donc je crois que beaucoup plus que simplement quelques attentats qui ne seraient dans le fond finalement qu'une expression de la justice commutative, une réponse du berger à la bergère. Je crois que ce qui est vraiment dangereux, c'est le délitement du lien social, et c'est le fait que, incontestablement, l'islamisme détruit, je dirais, de l'intérieur la cohérence du corps social, et que ce corps social ne réagisse d'une manière extrêmement violente, mais cette fois-ci de manière beaucoup plus généralisée, et pas simplement par quelques attentats de ce type. Valérie Toragnan ? Moi, ce qui me frappe justement, c'est que surtout depuis 2015 et les attentats de 2015, c'est que je pense que cette angoisse, cette crainte, cette appréhension, elle est dans la tête et dans le cœur de tous. C'est-à-dire qu'après le 13 novembre particulièrement, on a tous réagi en se disant ça y est, maintenant il va y avoir des gens qui vont... C'est-à-dire que l'insupportable a été atteint. Et les Français qui sont mesurés, qui finalement ont cette capacité aussi d'absorber les chocs, d'avoir une certaine résilience par rapport à tout ça, ça va péter. Et bien non, ça ne va pas péter. Alors il y a eu des tentatives, effectivement, d'échouer, sûrement. Mais ce que je veux dire, c'est que si vraiment il y avait eu... c'est horrible ce que je veux dire, mais quand il y a volonté, on y arrive toujours. Donc aujourd'hui, en France, les dispositifs de sécurité, ils doivent être bien plus importants que ce qui était le cas en Nouvelle-Zélande, qui était censé être un pays pacifique, enfin en tout cas au top 10 des pays les plus peaceful dans le monde. Donc ça, voilà, c'était peut-être plus facile de s'attaquer à des mosquées là-bas que de s'attaquer à des mosquées à Paris. Mais moi, ce qui me frappe surtout, c'est que cette violence, pour l'instant, elle est contenue. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est un pays où même s'il y a des questions sur l'immigration, même si certains estiment, et surtout les plus défavorisés dans les quartiers où il y a une accumulation des nouveaux arrivants, des migrants, que c'est difficile et qu'il y a un peu un ras-le-bol et une saturation, est-ce qu'on n'a pas aussi, parce qu'on est encore une fois un pays d'immigration depuis des décennies, la capacité d'absorber tout ça? Et je ne suis pas en train de dire que c'est normal qu'on l'absorbe et que du coup on va toujours l'absorber, mais en tout cas, une chose me frappe, c'est que notre pays, qui est montré du doigt par les islamistes à cause de son principe républicain, de son principe laïque, en attendant, ça n'a pas versé pour l'instant dans le règlement de compte. Les pays où il y a eu des attentats, c'est des pays de type anglo-saxon, de type plutôt communautariste, Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni en 2017, il y a eu aussi le Québec qui a été atteint. C'est des sociétés où les modèles ne sont pas tout à fait des modèles républicains comme nous on peut les vivre en France. Et dans ces pays-là, ça pète. Donc moi je trouve que c'est bien de s'interroger aussi sur ce qui fait aujourd'hui que le lien, même s'il est très distendu et si ça se complique, tient encore. C'est peut-être peut-être un miracle, peut-être que ce n'est pas pour longtemps, mais en tout cas pour l'instant ça tient. C'est vrai, Jacques Isabello, qu'on ne s'attendait pas à qu'il y ait ce type d'attentat forcément en Nouvelle-Zélande, parce que
culturellement, oui, c'est un pays qui n'est pas un pays d'immigration musulmane massive. Je crois qu'il y a beaucoup moins d'immigrés musulmans là-bas qu'en France, par exemple. Et pourtant, cet aspect-là a été bien souligné par le terroriste. Alors, c'est un pays si marrant parce que c'est un pays qui est assez permissif en matière de détention des armes à feu. Hein. C'est une espèce de petit États-Unis, parce qu'il n'y a que 5 ou 6 millions de personnes en Nouvelle-Zélande. Mais par rapport à cet aspect-là, il ne faut jamais oublier que c'est un acte de terrorisme. Et l'acte de terrorisme, avant de tuer, il a une vocation première dans sa définition, c'est ce qu'on appelle sa média-activité. Là, je parle avec des spécialistes, c'est-à-dire que la première victime, c'est avant tout les millions de personnes qui sont derrière leur poste de télé, derrière leur poste de radio, derrière leur écran d'ordinateur. Et toute la folie du monde qui se retrouve beaucoup dans les oppositions communautaires en ce moment, eh bien, elle a pour outil principal le terrorisme, avant tout pour opposer des communautés. Et vous disiez, est-ce que ça peut arriver en France? Pourquoi je dis ça? Eh bien, ça arrive beaucoup plus souvent dans les pays musulmans. Les actes de terrorisme les plus violents à l'endroit des mosquées ces dernières années, ils ont eu lieu dans des pays musulmans où l'État islamique de confession sunnito-salafiste s'est opposé à des religieux chiites. Exemple, Bir el Abed en Égypte, plus de 300 morts. Koweït, une 50aine de morts. L'ensemble des grands attentats contre les mosquées ces dernières années ont eu lieu par des musulmans contre d'autres formes musulmanes. Donc, je ne résumerai pas cet acte de terrorisme à une organisation religieuse contre une autre ou des pays occidentaux contre des formes communautaires, mais plutôt des espèces de folie qui s'expriment un peu partout et qui utilisent le terrorisme pour vraiment violenter l'ensemble des populations, les retrancher dans leur fort intérieur et provoquer la terreur par l'intermédiaire de l'outil médiatique. Et nous en sommes un. C'est avant tout ça que j'aimerais bien mettre en perspective, si vous me le permettez. Certainement. Étienne Girard, il y a peut-être aussi une hypothèse, j'en suis pas du tout sûr, donc je vous la livre telle quelle. En France, on peut tenir un discours offensif, voire critique contre l'islam. Il y a des partis politiques qui le font, le Rassemblement national, il y a des romanciers, on passe les de Michel Houellebecq à l'instant, et peut-être que justement, parce que la parole est libre, eh bien, ça permet de faire que ces questions parfois d'opposition entre les communautés ou contre les religions, ça se passe comme ça doit se passer, c'est-à-dire dans le champ démocratique et pas par la violence. J'aimerais être totalement d'accord avec vous, mais vous savez, il suffit d'un individu extrêmement déterminé en Norvège, Anders Breivik, à lui tout seul, il a réussi à tuer 69 personnes quand même. Donc on peut en effet gloser sur la résilience du modèle français. On a raison pour l'instant. Il suffit quand même d'une seule personne, d'un petit groupe ultra déterminé qui y arrive. Et ce genre d'hypothèse sera totalement battu en brèche. Donc l'enjeu, c'est évidemment notre modèle, que notre démocratie conserve ses principes, que notre modèle républicain conserve ses principes. Ça peut aider. Puis ce qui peut aussi aider, c'est les services de renseignement. En effet, je pense qu'il y a un vrai sujet. En Nouvelle-Zélande, ils ne s'y attendaient pas du tout. En France, maintenant, depuis 2015, on s'y attend. On a même un directeur de la DGSI qui a expliqué qu'il y avait un risque il n'a pas dit guerre civile, mais tout le monde a compris guerre civile, un risque de confrontation entre l'extrême droite et le monde musulman. Donc on a des officiers du renseignement qui surveillent ça de façon extrêmement précise. Ça aide beaucoup, je pense. Je laisse le dernier mot, si vous le voulez bien, à un internaute, Babino, qui nous dit « La montée de la haine islamophobe en France explose depuis ces dernières années. Ce n'est pas normal. » Et on passe à un autre sujet moins dramatique qu'heureusement, c'est celui des prochaines élections européennes. Vous savez que La République En Marche n'a toujours pas de tête de liste. Le Parti Socialiste a expliqué qu'elle n'en cherchait pas forcément, parce que ça ne se passe pas très bien pour eux en ce moment. Et ils ont peut-être trouvé leur sauveur en la personne de Raphaël Glucksmann, qui est essayiste, engagé à gauche et qui est tête de liste, une liste de rassemblement de la gauche, qui pourrait recevoir le soutien du Parti Socialiste et même quasiment officiel. Si vous ne le connaissez pas encore, je vous propose d'écouter quelques instants Raphaël Glucksmann. Il nous explique qu'il est tête de liste, mais que ce n'est pas pour autant qu'il veut jouer les vedettes. Moi, je propose ma candidature pour être tête de liste, oui, et encore une fois, en tandem. Cette campagne, c'est un tandem. Je ne pense pas du tout que la figure du leader charismatique qui aurait réponse à tout soit encore tenable. Je pense que les Verts allemands, par exemple,
sont extrêmement novateurs par rapport aux politiques français en imposant cette dynamique collective qui est le tandem. Et donc, on portera cette liste avec Claire Nouvion en tandem. Jacques Isabello, c'est le renouvellement qui continue, parce qu'on a un prof de philo pour la tête de liste des Républicains, on a un représentant d'association, d'une ONG pour la France Insoumise, et puis là, voilà un intello qui pourrait représenter les couleurs du Parti Socialiste. Comme vous, je suis allé creuser un peu dans le passé de M. Glucksmann, qui aujourd'hui veut fédérer la gauche. Raphaël Glucksmann, c'est l'ancien conseiller de M. Saakashvili, qui n'était pas le moins libéral des dirigeants de la Géorgie. C'est quelqu'un qui a fouillé un peu partout. Il a été proche de Nicolas Sarkozy pendant un moment, et puis il s'est déclaré déçu d'une certaine forme de sarkozysme. Vous savez, hein, comme disait le poète, on fait campagne en poésie et puis on gouverne en prose. Donc, et puis maintenant, il s'improvise réconciliateur d'une gauche comme ça qui a perdu un peu dubitatif sur la réalité de ses convictions. Tous ses repères. Eh bien, écoutez, je vais vous dire de manière très étonnante, autant j'ai bien compris là où voulait aller Monsieur Bellamy, même si dès le début de sa campagne, on a essayé de lui opposer des opinions personnelles. Et voilà, maintenant, je pense qu'ils sont passés au-delà. J'ai pas vraiment compris, et j'ai écouté attentivement l'interview ce matin de Monsieur Glucksmann, et d'ailleurs Nicolas Demorand l'a relancé plusieurs fois pour lui aussi comprendre un peu plus là où il voulait aller. Et il y a pas mal de contradictions. C'est vrai qu'ils ont porté un première étape d'un projet politique, c'est-à-dire quelle est la plateforme. Et cette plateforme, tout le monde leur a dit, écoute, c'est sympa, mais on n'a pas besoin de vous. Et après avoir fait office comme ça de bonne volonté et s'être fait conduire par tout le monde, eh bien, l'amoureux transi a dit, écoutez, je vais quand même continuer à le harcèlement, et puis puisque vous ne voulez pas de mon amour débordant, eh bien, je vais faire ce que je vous ai tous reproché, c'est-à-dire mettre mon nom au frontispice de cette liste pour me retrouver au sein du Parlement demain. Je ne sais pas s'il arrivera à dépasser ces contradictions, mais la moindre des choses qu'on peut dire, c'est que son positionnement est un échec pour l'instant, et puis sa déclaration est totalement contradictoire par rapport à ses ambitions originelles. Donc on verra pendant la campagne s'il arrivera lors des débats, lorsqu'il devra être confronté à de vrais politiques, s'il arrivera à expliquer aux Français qu'il n'est pas contradictoire, mais au contraire qu'il veut apporter quelque chose de novateur. Voilà, mais on ne vous sent pas encore complètement convaincu. Alors, donc, les socialistes vont très probablement se rallier à cette liste. Ça fait un peu de schpoun à l'intérieur du PS. On apprend à l'instant que Stéphane Le Foll, qui est l'un des dirigeants du Parti Socialiste, quitte les instances dirigeantes du parti, probablement parce qu'il n'est pas d'accord avec ce choix. Valérie Toragnan. Surtout, il ne veut pas perdre la mairie du Mans l'année prochaine. Et que surtout, il ne veut pas perdre la mairie du Mans l'année prochaine, nous dit Guillaume Bernard. Donc, il est urgent de prendre un petit peu de distance, peut-être, par rapport à tout ça. Je vous livre juste les points de vue de nos internautes. Panda qui nous dit « Course à la jeunesse et au buzz ». Il y a là un grand manque d'expérience ou de charisme. Philippe considère que Glucksmann est sympathique, mais loin des réalités. Et puis, on vous a posé une question un peu générale. Appréciez-vous les têtes de liste aux élections européennes? La réponse est sévère. Vous êtes 76% à nous répondre non. Mais après tout, comme on n'a pas donné de nom, on ne sait pas qui n'a pas l'air d'avoir vos faveurs. Valérie Toragnan, ça vous paraît un bon candidat, Raphaël Glucksmann, pour une gauche raisonnable et moderne? Et écologique. Non, mais ça me paraît peut-être un candidat de la dernière chance pour une gauche qui est complètement en déliquescence et qui s'est dissolue et qui n'existe plus. C'est-à-dire que là, je pense qu'il a le soutien du PS. Enfin, ça m'étonnerait que demain, au Conseil national, le PS révoque cette tête de liste. Donc, ils vont faire campagne ensemble. Qu'il soit dans le flou et le vague et la contradiction, bien sûr, puisqu'il se présente comme un rassembleur. Et vous savez, il faut surtout pas avoir l'air d'être le chef, surtout pas avoir l'air de vouloir occuper la position d'autorité. Donc, il brasse large, il reste dans la confusion, dans le flou, parce qu'on sort du flou qu'à ses dépens. Et donc là, il veut essayer peut-être encore de rassembler, y compris ses amis écologistes, même si à mon avis, il n'y arrivera pas. Donc voilà, il est typiquement un rassembleur. C'est une nouvelle tête. Les nouvelles têtes, ça a payé. Moi, je vous rappelle des discussions qu'on avait il y a 2 ans et des brouettes, où par rapport enfin un peu plus que 2 ans, par rapport à Emmanuel Macron, où tout le monde ricanait en disant, enfin personne ne le connaît, il n'y arrivera jamais, etc. Donc c'est pas parce qu'aujourd'hui il est connu que dans quelques arrondissements bobos parisiens, ce qui est vrai, c'est un peu le cas aujourd'hui, que ça ne veut pas dire que voilà, la campagne est dans et l'envie de nouvelles têtes est dans. Ils ont tous fait le pari, a priori, de mettre des nouvelles têtes, et ça marche plutôt bien. Même Bellamy, il a commencé
pas terrible dans les sondages. Et là, on voit qu'il y a un effet Bellamy qui fonctionne. Donc, moi, je pense que c'est pas un mauvais pari. Puis, de toute façon, il n'y a rien. Je veux dire, le PS va présenter quoi? La gauche, elle est complètement à la ramasse. Donc, lui, il arrive. Voilà, finalement, ils font le pari que cette nouvelle tête, c'est pas plus mal. Ils se mouillent pas trop. Du coup, ils n'ont pas leur candidat en tête de liste. Voilà, pourquoi pas. Donc, oui, moi, je pense que l'idée du coup de balai, elle est peut-être, franchement, c'est pas la moins pire option pour eux. Guillaume Bernard, ça vous plaît, cette candidature de Raphaël Glucksmann? Moi, ça va me plaire ou pas me plaire pour l'unité de la gauche. Mais en tout cas, moi, ce que je constate, c'est que sensible à ce sujet. Je m'intéresse à ce qui se passe dans la vie politique. Ce que je constate, c'est que la plupart des partis politiques sont discrédités. Et que donc, par conséquent, ils ne veulent pas prendre le risque. Ça vient d'être dit, ça me paraît absolument exact, que les caciques ne veulent pas prendre le risque de faire un mauvais résultat. Et donc, ils essayent de trouver de nouvelles têtes pour essayer de renouveler, je dirais, le paysage politique. Sincèrement, le fait qu'on ait des personnes qui s'engagent dans le débat, qui peuvent peut-être apporter, je dirais, une nouvelle, personnalité, pourquoi pas un nouveau discours, ça ne peut être franchement que positif. Si vraiment l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron peut contribuer à ce que ça renouvelle toute la classe politique, moi je suis absolument favorable à ça, que ce soit M. Glucksmann ou un autre. Un mot sur la candidature de Glucksmann, Étienne Girard? Ça a été dit, c'est un peu le candidat du fond du tiroir pour le PS. Royal a dit non, Cazeneuve a dit non. Donc on va chercher cet intello qui ne s'est jamais présenté à une élection. Peut-être que ça va être un grand succès, mais alors il ne part pas avec de l'avance dans la mesure où il n'est pas connu, les Français ne le connaissent pas, il n'a pas un profil très écolo, c'est-à-dire que si on est écolo, on va voter écolo, on va voter pour ELV finalement. Il n'a pas un profil très social, si on veut réduire les inégalités de richesse et que c'est ça notre obsession, on va plutôt voter pour la France insoumise. Donc il ne va pas aider le PS à élargir sa base de vote. En plus, qu'est-ce qu'on reproche au PS dans les territoires où il a perdu des parts de marché? C'est d'avoir trahi, d'être plus aussi proche du peuple et d'être gauche caviar. Et c'est exactement le profil de Raphaël Glucksmann qui a percé dans les cafés du Paris littéraire au départ. Donc il va peut-être nous faire mentir tous, mais a priori, il n'a pas le portrait robot de quelqu'un qui va faire 20%. Alors je le disais, La République En Marche n'a toujours pas sa tête de liste, à moins que finalement elle soit déjà trouvée. Nathalie Loiseau, qui est la ministre des Affaires européennes, était donnée partante pour cette tête de liste. Au départ, elle avait dit non. Et puis, hier soir, sur le plateau de France 2, happening passionnant, en plein milieu de l'émission, Nathalie Loiseau, face à Marine Le Pen, dit « Finalement, j'y vais ». Madame Le Pen, je voudrais vous dire bravo. Bravo parce que vous avez réussi à me faire changer d'avis. Je suis entrée sur ce plateau et je vous l'ai dit. Je vous ai dit que je n'étais pas candidate pour conduire la liste de la majorité. Moi, j'ai envie d'une Europe du partage et pas d'une Europe de la division. Vous avez changé d'avis? Ce soir, c'est vrai, je suis prête à être candidate. Je ne sais pas ce qu'en pensera la majorité présidentielle parce qu'il y a des chefs de parti. Je ne leur en ai pas parlé. Mais cette fois-ci, je ne me défilerai pas, Madame Le Pen. Alors, je vais vous demander ce que vous pensez de cette candidature originale. Mais avant, non calculé, bien mais sûr. avant, je voudrais vous montrer ce tweet de notre camarade Alain Duhamel, qui peut être parfois assez cinglant. Nathalie Loiseau qui change d'avis pendant l'émission et qui annonce sa candidature, artificielle, grotesque, fabriquée, caricaturale, bref, lamentable. Est-ce que vous êtes aussi sévère, Étienne Girard ? Eh ben, écoutez, c'est rare, mais je dirais exactement comme Alain Duhamel. Oui, c'était absolument ridicule, cette séquence totalement préparée. Ça aurait pu avoir du panache de dire sur le plateau « je me découvre, je suis candidate », mais règle de base, ne pas faire semblant 3 minutes avant de ne pas être candidate pour dire « je viens de changer d'avis ». Ce qu'elle aurait dû faire, c'est ne rien dire « je réserve ma réponse pour la fin de l'émission » et dire « voilà, j'ai quelque chose à annoncer, je suis candidate ». Mais faire semblant d'avoir changé d'avis parce qu'elle a trouvé le discours de Marine Le Pen saisissant, c'est ridicule.
Quelqu'un veut défendre... Je ne suis pas du tout d'accord. Ah, Je suis très pas bien. du tout d'accord. Vous Défendez savez, Nathalie Loiseau. un des aspects, alors ça déjà, c'est une technique qui a été mise en perspective par un des grands penseurs qui nous a importé la technique du storytelling en France, qui s'appelle Christian Salmon, et qui dit aujourd'hui ce qu'il appelle lui le statecraft, c'est-à-dire l'exercice du pouvoir, est devancé par ce qu'il appelle le stagecraft, c'est-à-dire la mise en scène de l'information. Et c'est vrai qu'elle a fait de la mise en scène et que c'était pas forcément bien joué. Mais vous savez, n'oubliez pas... était très visible quand même. N'oubliez pas, évidemment, on ne se déclare pas comme ça sans avoir demandé son avis au président de la République, mais là où c'est intéressant, c'est que si les publicités sur la lessive étaient énervantes, ce n'est pas parce que les gens étaient stupides, c'est parce que l'important, c'est de retenir l'attention. Et que ce qui a été uniquement une émission politique inécoutable, sans intérêt, de relance, un peu, vous savez, comme le premier match de la rentrée, eh bien là, on va commenter. La seule information qui sort, c'est de dire, voilà, Nathalie Loiseau. Et alors, la deuxième analyse, c'est de dire, finalement, vous savez, Agnès Buzyn s'est tuée elle-même. Je ne sais pas si vous l'avez. Voilà. C'est parce que Agnès Buzyn devait partir. Sauf que Agnès Buzyn, elle a fait une erreur dramatique. Elle a fait ce que Hillary Clinton a fait pendant la campagne de 2016, c'est-à-dire qu'elle a attaqué l'électorat de son adversaire. Et quand elle a qualifié les positions de M. Bellamy en allant au-delà de ses positions personnelles, elle a fait ce que Hillary Clinton... En disant qu'il était d'extrême droite. Voilà. Elle a fait ce qu'a fait Hillary Clinton quand elle a dit l'électorat de Trump est, je cite en anglais, les deplorables, c'est-à-dire qu'ils sont déplorables. Et ils l'ont endossé. Et en fait, quand elle a fait ça, instantanément, une semaine après, M. Bellamy est passé de 9% dans les sondages à 14%. Et ils se sont aperçus que l'erreur à ne pas faire au sein de la Macronie, c'était de ne pas sortir de ce schéma qui était installé, c'est-à-dire les macronistes contre la perdante du deuxième tour de l'élection présidentielle. Et jusque-là, avec le mouvement des Gilets jaunes, ça fonctionne bien. Et en attaquant Bellamy, elle a remis en selle le choix de Laurent Wauquiez et la candidature de Bellamy. Et ça a été une erreur terrible. Et vous avez vu, en 5 jours, on a refermé le dossier Agnès Buzyn, alors qu'elle était très bien partie, et on a réactivé celle qui avait perdu jusqu'à il y a 3 jours, Nathalie Loiseau. Donc il fallait très rapidement accréditer le fait qu'elle allait devenir la candidate de la REM, et donc ils ont composé quelque chose. Et à ce titre-là, comme c'est commenté, bon, Alain Duhamel a bien supporté François Bayrou. Allez, cher Alain, nous sommes voisins à l'Île-Dieu, je vais vous le renvoyer en pleine figure, mais d'un point de vue de la composition et de la communication, c'est plutôt bien senti. Alors, je rassure nos internautes, quand Jackie Isabello nous explique qu'Agnès Buzyn s'est tuée elle-même, c'est une métaphore. Parce que j'aurai le plaisir d'interviewer Agnès Buzyn, ce sera dimanche prochain au grand jury. Au grand jury RTL, Le Figaro, LCI. Un mot encore sur ces candidatures où on passe au sujet suivant. Alors, on passe au sujet suivant. Ce sondage qui a été publié ce matin dans Le Figaro et sur France Info, sondage Odoxa d'Etsu Consulting, on a interrogé les Français en leur disant, écoutez, le grand débat arrive à sa fin, donc à votre avis, quelles sont les mesures prioritaires? Alors, il y en a toute une flopée, on ne vous les a pas toutes mises, mais on a d'abord mis les 3 premières, qui sont des mesures concernant le pouvoir d'achat, c'est-à-dire la réindexation des retraites, c'est-à-dire la diminution de la TVA, c'est-à-dire l'augmentation du SMIC. Et puis ensuite, on a pris quelques mesures un peu symboliques. Le rétablissement de l'ISF, qui était beaucoup demandé par les Gilets jaunes, il arrive assez loin derrière. Le référendum d'initiative citoyenne, vous savez, le fameux RIC, il est très très loin aussi, 13%. Et puis apparemment, le sujet sociétal de l'immigration est peu présent chez les Français, et celui de l'écologie, à travers cette question sur la taxe carbone, encore moins. Est-ce que ce palmarès vous surprend, Valérie Toragnan, le fait que les Français, ils veulent avant tout des mesures sur le pouvoir d'achat? Ça ne me surprend pas du tout. C'est quand même le début de l'insurrection Gilets jaunes, c'est sur des questions de pouvoir d'achat. Ça a été l'essentiel. Le référendum d'initiative citoyenne, n'oublions pas que c'est arrivé un peu à la marge, au début certes du mouvement, mais beaucoup aussi à l'initiative de la frange, de la France insoumise. Donc non, ça ne m'étonne pas. Deuxièmement, s'il y a une vraie question aujourd'hui auprès des populations les plus défavorisées, en tout cas celle des travailleurs pauvres dont l'exaspération a été au démarrage des Gilets jaunes, ces questions-là, ça montre que ça reste le corpus essentiel quand on n'a pas les moyens de finir ses fins de mois, quand le plein d'essence c'est un problème, les autres questions elles deviennent un peu secondaires. Hein. Je voudrais dire que la revue des demandes, il se trouve, j'en profite pour vous en parler parce que c'est directement lié à cette question. On a fait en début de semaine
une séance débat autour de la question de la culture qui est absente dans les propositions du grand débat national. Donc c'était une séance publique ouverte. Il y avait beaucoup de gens invités, des personnalités de la culture. Il y avait aussi Ingrid Levavasseur, qui est figure historique des Gilets jaunes, qui n'est plus mais qui l'était. Elle dit mais quand on lui a proposé de venir, elle a dit ah oui ça m'intéresse. Et alors je lui ai dit mais oui mais quand vous étiez, y compris quand elle était éventuellement candidate, etc., les questions qui n'étaient pas celles liées au pouvoir d'achat, comme par exemple la culture, étaient absentes. Oui, mais ça ne veut pas dire que ça ne nous intéresse pas, seulement notre problème à nous sur les ronds-points, l'essentiel, il est concentré sur ces questions de pouvoir d'achat. Donc tant qu'on a, voilà, en gros, tant qu'on a faim et tant que les fins de mois sont difficiles, c'est très difficile de s'intéresser à autre chose. Donc moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres questions qui n'intéressent pas les Français, hein, parce que là, ce n'est pas les Gilets jaunes en l'occurrence, c'est l'ensemble des Français. Et puis là, c'est un sondage dont vous parlez. Mais peut-être qu'il sortira de ce grand débat, je ne sais pas quand on fera la synthèse, en dehors de ces questions-là qui visiblement sont celles dont le gouvernement doit s'emparer, peut-être plein d'autres petites initiatives, je ne sais pas, on aura peut-être des bonnes surprises avec ce grand débat. Moi, je suis un peu sceptique, mais peut-être qu'on aura aussi des choses plus concrètes, des idées un peu originales qui vont surgir et qui vont permettre aussi au gouvernement de faire quelque chose, parce que tout ça demande de l'argent, et voilà, et on veut moins d'impôts, mais on veut toujours plus que l'État dépense d'argent. Donc c'est toujours le paradoxe de ce grand débat national. Nous vous posons la question sur Twitter. Pensez-vous que les questions économiques sont prioritaires? Vous nous répondez oui à 67%, avec quelques commentaires. Celui d'Anne-Marie, les questions économiques et surtout fiscales sont primordiales si l'on ne veut pas voir le pays se rallier aux extrémistes. Panda, lui, pense au contraire que ce qui est important, c'est de réformer les institutions. Le reste suivra. Lydia n'est pas d'accord. Elle considère que la stabilité économique, c'est la clé de toutes les autres stabilités. Et puis, CJ et R34 remarquent qu'il n'y a pas beaucoup de demandes des Français concernant la diminution des dépenses de l'État, et ils le regrettent. Et Johan ajoute, les Français sont pour les dépenses, mais qui va financer? Guillaume Bernard, est-ce que vous êtes surpris ou peut-être déçu de voir le social arriver avant le sociétal dans les préoccupations de nos compatriotes? Non. Je vous répondrai, je vais faire mon petit Bourdieu de base là pour le coup aujourd'hui. L'opinion, on la constate bien sûr, mais on peut aussi d'une certaine manière la fabriquer par des questions fermées. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on présente, je dirais, un certain nombre, je dirais, d'items aux personnes interrogées, ben, naturellement, elles choisissent les réponses qui leur sont proposées. Ce ne sont pas des questions ouvertes. Cela dit, au-delà de cet aspect-là, il est bien évident que les questions économiques, sociales, fiscales traduisent aussi des enjeux politiques plus larges. C'est la question du consentement à l'impôt. Alors, et c'est une vraie question, c'est-à-dire à quoi sert l'impôt, à quoi est-il affecté? Donc, qu'il y ait pour toute une partie des Français aujourd'hui une situation, financière qui soit extrêmement dégradée, et que donc effectivement ventre qui crie famine n'a point d'oreille, et que donc effectivement ces enjeux-là matériels l'emportent sur des enjeux plus, je dirais, élaborés, plus intellectuels ou plus sociétaux, comme vous le dites. Ça n'est pas totalement étonnant, mais ça ne veut pas pour autant dire que lorsque les Français répondent aux questions qu'on leur pose avec les réponses qu'on leur propose, qu'ils n'ont pas, je dirais, une vision globale plus importante, plus intéressante, et une hiérarchie des enjeux qui pourrait être différente. Alors c'est vrai qu'on n'a pas mis tous les items, hein, loin de là, je vous le précisais. Par exemple, on demande aux Français est-ce que vous voulez revenir sur la limitation de vitesse à 80 km/h, et il y en a 12% qui répondent que c'est prioritaire, ou instaurer des peines planchées, donc dans un autre registre, pour les agressions de policiers, 5%. Voilà, je vous renvoie au Figaro.fr pour voir le détail de ce sondage. Étienne Girard, votre analyse, votre point de vue? C'est très intéressant le fait que les trois premières mesures correspondent à des baisses d'impôts ou du moins à des diminutions de prélèvements et qui vont donc supposer de les financer. Même l'augmentation du SMIC, si elle est décidée, il faudra la financer. Et ça pose toute la question de la réponse du gouvernement. Parce que depuis le début, le gouvernement, dans tous les ballons d'essai qu'il agite dans la presse écrite, on a des réponses sur l'institutionnel, mais on a très très peu de réponses sur le social. Le gouvernement a promis de ne pas augmenter les impôts. Le gouvernement veut baisser la dépense publique. Alors,
Comment vont-ils faire? Parce que là, ils ne pourront pas tout faire. Alors, il y a la possibilité de ce rétablissement de l'ISF, qui est une conséquence, qui est le cas de la 4e mesure prônée, qui est en fait finalement une conséquence que tirent les gens de, par exemple, leur volonté d'augmenter le SMIC. Il y a éventuellement augmenter une tranche d'impôt supplémentaire pour les plus hauts revenus. Mais là aussi, le gouvernement ne semble pas très enclin. Plus on avance jusqu'à la restitution et jusqu'au moment où Emmanuel Macron va devoir nous dire ce qu'il retient de ce grand débat, et plus on se dit que l'atterrissage risque d'être très très rude pour le gouvernement s'il ne prend pas toutes les mesures nécessaires et demandées. Et juste un tout petit mot, le grand débat, les questions ont été canalisées. Il y avait des questions sur lesquelles on avait le droit d'avoir un avis, et puis des questions qui étaient hors sujet. On pouvait s'emparer du sujet. Voilà, nous, sur la culture, on l'a l'ISF, fait, ça y était pas, et c'est quand même la 4e mesure demandée par les... C'est vrai que parmi les sujets, c'était, je crois, la 2e ou la 3e question dans la longue liste proposée par le président de la République, c'était comment dépenser, comment limiter la dépense publique, comment diminuer la dépense de l'État. Alors là, les Français répondent, il faut baisser le nombre de parlementaires, ça leur plaît assez, mais c'est assez symbolique, ça n'ira pas très loin. Le Premier ministre rappelait l'autre jour que les dépenses cumulées du gouvernement et des assemblées, c'est 1 pour 1000, je crois, de la dépense de l'État. Jackie Isabello, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que finalement, c'est une chance pour Emmanuel Macron, parce que les demandes sont tellement variées qu'il va pouvoir faire son marché là-dedans et faire ce qu'il veut. En tout cas, si jamais il fait tout ce qui est indiqué là, je vous confirme, comme le disait Marianne, ça va nous coûter un pognon de dingue. Non, effectivement, c'est pas très étonnant, parce qu'on sait que toutes les grandes jacqueries ont des origines fiscales ou financières. Guillaume Perrault, ce matin, dans sa chronique, rappelait dans que... le Figaro. Exactement, ce petit journal qui se débrouille bien. Il rappelait que les cahiers de doléances qui étaient traités par bailliage, ça nous a permis d'apprendre un mot, donc l'équivalent des circonscriptions de l'époque, traitait beaucoup de ces sujets-là. Non, je vais conclure en disant, vous savez, Coluche disait, les gens veulent du travail. Il disait non, de l'argent leur suffirait, donc c'est pas plus étonnant que ça. Maintenant, juste un point, moi, ce qui me dérange dans ce grand débat, Bruno Latour, philosophe et sociologue, disait « Le problème du grand débat, c'est qu'on ne peut pas demander aux gens des solutions. Vous n'arrivez pas en disant « Chère Valérie, je pense que c'est une angine. » Non, vous êtes malade, vous n'êtes pas médecin. Et Bruno Latour disait « La limite, c'est qu'il faudrait demander aux gens de nous décrire leurs impératifs. J'ai 3 enfants, j'ai besoin de faire 3 trajets par jour, je fais 90 km et je n'ai pas de bus. » De décrire leurs besoins. Et ça, c'est vrai qu'on ne l'a pas fait, on demande juste des solutions. S'il met en place ces mesures-là, mais à mon avis, c'est quelque chose comme 300 ou 400 milliards qu'il nous faudrait pour faire quoi à la fin? Quel va être le bénéfice en termes de pouvoir d'achat réel? On sait très bien combien coûte 100 € d'augmentation du SMIC. Monsieur Roquette, rappelez-vous, lorsque vous étiez journaliste économique, vous avez souvent traité ce sujet-là. Donc, pas étonnant. Maintenant, peu de solutions, et dommage qu'on n'ait pas demandé aux gens quels étaient véritablement leurs constats sur leurs problématiques pour ensuite, dans une société qui doit faire appel à des experts, trouver les vraies solutions pour apaiser à la fin la situation. Là, je rejoins Étienne, on est loin d'y être. Quelques points de vue d'internautes. Nicole qui nous dit le nombre de parlementaires n'améliorera pas l'état de nos finances, donc c'est la diminution du nombre de parlementaires. R34 qui fait une proposition, pour lui, mesure majeure, responsabiliser en faisant payer l'impôt sur le revenu à tout le monde. Philippe nous dit le signe d'une économie malade, c'est le nombre de taxes. Valérie Toragnan, il y a des gens dans l'entourage du président de la République qui disent qu'il va y avoir un tournant social, un tournant fiscal après ce grand débat. Vous y croyez? Est-ce qu'à votre avis c'est un tournant ou est-ce que c'est plutôt une pause dans le quinquennat et après les réformes reprennent? Pour l'instant, il dure. C'est-à-dire que c'est assez habile parce qu'il tient la route. Il doit passer ce cap des élections européennes. C'est à mon avis l'objectif de faire traîner, mais traîner dans le bon sens du terme, parce que traîner tout en s'engageant, traîner tout en continuant les consultations, tout en tirant les synthèses et les conclusions de tout ça, ça va nous amener encore pendant quelques mois. Donc, est-ce qu'il y aura un tournant? Il gagne du temps, mais bien sûr, il faut qu'il gagne du temps, et en espérant qu'à côté de ça, le mouvement des... D'ailleurs, les Gilets jaunes le savent bien, puisque là, ils appellent pour demain à de nouveau un grand rassemblement pour dire, voilà, c'est la fin du débat, mais nous, c'est pas fini du tout. Au contraire, ça ne fait que recommencer. Donc voilà, il est en situation... Je ne sais pas s'il y aura un grand tournant social ou politique, tout le monde spécule,
et j'en sais rien. Mais en tout cas, lui, il faut qu'il arrive je dirais, à tenir le plus possible jusqu'à ce que les choses se retournent vraiment favorablement pour lui. Et déjà, on a bien vu dans les sondages qui remontent. Donc, et ça plaît aux gens quand même. Voilà. Le Après, plus il y a grand une débat chose plaît qui aux gens. me frappe. Alors, c'est marrant, les gens disent 70%. On pense que ça ne sert à rien. Ouais, mais en même 70%, on pense que c'est très bien qu'il y en ait, il faudrait le faire régulièrement. Donc voilà, ça c'est le Et les grand débat. contributions sont énormes. Et je Voilà. voulais dire une chose, il y a une mesure qui est toujours extrêmement populaire, c'est il faut arrêter avec le cumul des mandats. Et donc tout le monde veut diminuer le nombre des élus. N'empêche que cette crise a fait surgir une réalité, c'est que on avait besoin des élus locaux, et on avait besoin d'élus locaux qui soient forts et qui soient importants pour porter la voix des régions. Et ça fonctionne aussi avec le cumul des mandats et avec des gens un peu plus experts sur le terrain. Donc tout est plein de paradoxes, mais voilà, il va falloir qu'il trouve en tout cas des choses pour nourrir cette opinion qui attend avec ferveur et qui risque d'être un peu déçu. Voilà, l'attente est forte. Philippe nous dit, avec le nombre d'entreprises qui ferment, nous perdons chaque jour nos capacités de financement. Zovo nous dit, il faut supprimer l'ISF et créer une tranche d'impôt supplémentaire ou plus. Et Nicole nous dit, il faut aussi baisser la TVA sur les produits indispensables comme la nourriture. Chère Nicole, c'est justement l'une des demandes qui arrivent en tête dans les préoccupations des Français. On a quelques minutes pour parler d'un sujet plus léger. C'est le night clubber du gouvernement. Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, fait la une de la presse People cette semaine, par exemple celle de Voici, parce qu'il a été photographié en boîte de nuit dans le 8e arrondissement de Paris. C'était samedi dernier, à la fin d'une nouvelle journée de manifestation des Gilets jaunes. Et il n'y avait pas seulement les photos, il y avait aussi la vidéo. Voilà, alors la presse People fait ses choux gras de cette affaire parce qu'il se trouve que Christophe Castaner est marié. Le magazine Closer, il voit déjà des difficultés avec son épouse parce qu'a priori, c'est pas elle qu'on voit sur cette image. Alors, est-ce que c'est juste une affaire privée ou est-ce que c'est une affaire politique ? Eh bien, pour lancer le débat, je vous propose de regarder ce tweet de Guillaume Larrivé, le député de Lyon à l'Assemblée nationale. C'est un député Les Républicains. Il est très sévère. Il dit, le problème, c'est pas que M. Castaner s'amuse, mais qu'il occupe le bureau du ministre de l'Intérieur. Eh bien, Christophe Castaner a réagi, c'était il y a quelques heures, à Saint-Astier, en Dordogne. Vous savez, être ministre de l'Intérieur, c'est l'être 7 jours sur 4, 24 heures sur 24. Mais cela ne m'empêche pas de répondre à une invitation à un anniversaire dans un restaurant et de pouvoir m'y rendre librement. Le reste relève de la vie privée. Manifestement, vous l'avez compris en me posant votre question, parce que ce qui compte, c'est la capacité du ministre à être dans la totalité de l'exercice de ses fonctions. C'est mon cas. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Voilà, 7 jours sur 7, c'est encore mieux que 7 jours sur 4. Guillaume Bernard, c'est une affaire privée ou est-ce que ça vous choque de voir le ministre de l'Intérieur dans ce genre de polémique ? Moi, ce qui me choque, c'est pas que le ministre de l'Intérieur aille en boîte de nuit, c'est que quiconque aille en boîte de nuit. Franchement, pour écouter ce genre si vous voulez, de bruit. Honnêtement, je trouve ça. Moi, j'étais la semaine dernière au spectacle Symphonia à La Roche-sur-Yon, qui a été fait par une bande d'étudiants. C'était absolument remarquable. Et ça valait la peine. Il y avait du Vivaldi, du Handel, du Mozart. C'était parfait. Bon, voilà. Et ben voilà. C'est bien botté en touche, pas mal. Voilà, oui, voilà. Je remarque que vous n'avez pas répondu à la question. À la question, sincèrement, est-ce qu'un homme politique peut prendre des décisions, assumer, je dirais, un rôle qui a nécessairement un impact sur ses concitoyens, et par ailleurs, je dirais, ne pas signifier à tous qu'il est effectivement adonné à son travail, je pense qu'effectivement, ça contribue à briser son image, ou en tout cas, je dirais, à l'édulcorer, à l'effilocher. Je veux dire, son professionnalisme est incontestablement atteint. Étienne Girard, choqué, pas choqué ? Pas plus choqué que ça, j'avoue, parce que ça correspond... Parce que vous adorez sortir en boîte de nuit. Oui, moi je ne suis pas ministre de l'Intérieur. Ah oui, certes. Non, vous emmènerez Guillaume Bernard. volontiers, je vous inviterai.
Non, Christophe Castaner, il assume, il a déjà dit, où certains trouvent que je suis un kéké, ça ne me dérange pas plus que ça, c'est conforme au personnage. On aurait vu Bernard Cazeneuve dans la même position, on aurait eu un certain choc. Là, c'est croustillant, on en sourit, on se refile l'info, t'as vu Castaner en boîte de nuit, voilà, mais c'est anecdotique. Pour moi, ça ne l'empêche pas d'être crédible en tant que ministre de l'Intérieur, pour peu qu'on puisse être crédible quand on est un kéké et qu'on est ministre de l'Intérieur, mais c'est une autre question, et c'est pas non plus une faute. On a le droit, le samedi à minuit, même quand on est ministre, de faire autre chose que de vaquer à ses occupations ministérielles, pour peu qu'on soit disponible. Et si on l'appelle, s'il y a un attentat quelque part, il doit être immédiatement disponible. Mais rien ne dit que ce n'est pas le cas. C'est pour ça que, à mon sens, il y a du très croustillant, mais il n'y a rien de très grave dans cette affaire. Surtout qu'on peut préciser que cet endroit, qui n'est pas une boîte de nuit, mais un restaurant, si on en croit Christophe Castaner, est dans le 8e arrondissement de Paris, c'est-à-dire à quelques centaines de mètres au pire des bureaux de la place Beauvau. Eh bien, nos internautes sont plutôt indulgents avec le ministre de l'Intérieur. On vous pose la question, êtes-vous choqué par cette sortie en boîte de nuit? Et vous répondez non à 58%. R34 nous dit, allez chercher la polémique sous la ceinture, c'est triste pour le pays. Minouchette aussi considère que c'est une affaire privée qui ne devrait pas être traitée dans les médias. En quoi la vie privée des ministres est-elle un sujet public, renchérit Bronito. Johan, lui, est moins fan. Hein. Il s'écrit carrément « Quelle honte !» point d'exclamation. Quant à Nicole, elle nous dit « 7 jours sur 4, mais comment fait-il ?» point d'interrogation. Valérie Toragnan, grave, pas grave? Non, mais moi, je ne vais sûrement pas faire de leçons de morale. Je dois être un peu kéké parce que moi, l'idée de danser dans un resto sur des trucs bien ringards, ça peut faire partie des choses qui me plaisent. Donc, je ne vais surtout pas juger ce qu'il fait et avec qui il le fait. Mais il y a une chose qui me fascine, c'est-à-dire ils savent tous maintenant, même s'ils n'ont pas une grande expérience politique, ils sont dans un endroit quand même public, c'est un restaurant, et on voit quand ils dansent, on voit les gens qui ont des smartphones, voilà, là, on voit... C'est-à-dire que lui-même, il doit être conscient qu'il est filmé. Eh ben, c'est pas grave. Oui. Il y va. Et là, moi, ça me fascine parce que je me dis, donc, il pense quoi? Bon, allez, j'en peux plus, je me laisse aller, c'est fini, c'est foutu, on s'en fout. Est-ce qu'il dit, mais finalement, je ne vais pas non plus avoir ma vie bousillée en permanence parce que dans l'anticipation et la hantise de me faire coincer sur les réseaux sociaux. Mais finalement, il se fait coincer et finalement, ça fait polémique. Et puis, il y en a qui disent, il y en a qui ont dit justement, c'est pas le temps qu'il soit très câlin avec une dame et qui danse, mais c'est peut-être aussi les shots de vodka au cas où il devrait intervenir dans les 5 minutes sur un attentat qui serait un peu problématique. Mais voilà, moi je remarque surtout ça, c'est qu'à un moment donné, il y a une espèce de pulsion qui est plus forte que tout, enfin, je n'ai aucune sous-entendu dans ce que je dis, et que même le fait de savoir qu'il est entouré de smartphones qui le filment, et bien finalement, ça devient secondaire. Moi, ça me fascine. Jackie Isabello, imaginons que Christophe Castaner vous appelle en disant « Monsieur Isabello, vous êtes un spécialiste de la communication, notamment politique, qu'est-ce que je dois faire ?» Oui, alors il faut quand même souligner que c'était le soir de l'acte 17 des Gilets jaunes, c'est-à-dire un moment où les forces de sécurité sont mises sous tension. Donc, juste pour conclure, c'est rappeler ce que disait Kantorowicz en disant finalement un personnage public comme ça très important, il a 2 corps. Il a son corps privé, mais il a surtout ce corps public et ce corps public, il embrasse tout quand on est une personnalité extrêmement puissante. Et donc il ne s'appartient pas, et qu'on soit d'accord ou pas, qu'on aime la musique classique ou la musique ringarde des années 80, et c'est mon cas Valérie, eh bien, votre fonction, elle embarque tout, et tout le monde donne son avis, et ça peut faire querelle politique. Et vous voyez, ce qui est un peu dommage, c'est que finalement, on a plus accordé d'attention au fait qu'il est dit 7 jours sur 4, et donc inconsciemment, dans notre tête, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, il commence à être très fatigué, peut-être qu'il devrait arrêter de faire la fête, et à ce titre-là, l'inconscient révèle tout. Alors, je fais mon intervieweur politique, Jacques Isabello. Vous n'avez pas répondu à ma question. Qu'est-ce qu'il doit faire, Christophe Castaner, maintenant, et passer au sujet suivant, ne plus en parler? Qu'est-ce qu'il doit faire, là? C'est de mesurer plusieurs choses. C'est qu'est-ce qu'en pensent les gens? Qu'est-ce qu'en pense leur électorat? Et puis, un point important, c'est de ne pas relancer la polémique. C'est-à-dire de ne pas rentrer dans un process d'ultra-justification. Est-ce qu'il a bien fait de répondre? On a dû demander de lui faire. Est-ce que c'est utile de répondre? S'il avait été un ministre de l'Intérieur totalement incontestable, ce qu'il n'est pas,
Il n'a pas encore complètement le vocabulaire du job. Il aurait balayé d'un revers de la main ce genre de choses et tout le monde aurait trouvé ça indécent. Et comme il n'est pas complètement, pleinement dans le job, parce que c'est avant tout Castal Keke que les gens connaissent et non pas celui qui s'est révélé, comme s'est révélé Manuel Valls dans la fonction, eh bien, ce genre de polémique, c'est assez, ça prend sur lui et en termes de communication, c'est à traiter, c'est ça que je lui dirais. On termine avec quelques points de vue d'internautes. Babino qui nous dit « Il n'y a pas de vie privée pour un poste aussi médiatisé et important. C'est le timing qui pose problème. Un soir de manifestation de gilets jaunes. » Johan nous dit « Il n'est plus crédible. Imagine-t-on Charles Pasqua en boîte de nuit ?» C'est vrai que ça ne manquerait pas de sel, sans doute. Alors là, il ne sait pas tout sur Charles Pasqua. Et puis, voilà. Et puis le dernier mot à Minouchette, qui elle est indulgente. La critique est toujours facile. Il avait un anniversaire. Et alors, en quoi cela nous gêne-t-il? Eh bien voilà, c'est terminé pour ce soir et pour Point de Vue. Rendez-vous lundi prochain à la même heure, au même endroit. On se retrouvera avec grand plaisir. Très bon week-end.